Vous écoutez un podcast produit par la Galerie Maguen, Gaëtan et Paul Brizzi, épisode 3. Nous avons donc laissé les frères Brizzi insatisfaits de leur expérience professionnelle aux États-Unis. Même si elle a été riche, on l'a vu, dans un cadre prestigieux, elle leur laisse tout de même un goût amer. Gaëtan et moi, on s'est dit, on a peut-être fait le tour finalement de l'animation. Qu'est-ce qui nous rendrait heureux finalement ? C'est de pouvoir faire des objets, des livres qui finalement sont vus même par peut-être beaucoup moins de gens que le cinéma peut apporter, mais au moins que notre travail soit vu et apprécié, ne serait-ce que par très peu de personnes. Et on s'est dit, on va s'essayer peut-être à la BD. La première BD que nous avons faite, c'est La cavale du docteur Destouches. Ce livre devait être un film. C'était un projet que nous avait apporté Christophe Malavoie. C'était un projet de film qu'il voulait faire sur l'écrivain Céline. Donc il avait envisagé que dans ce film, il y ait des séquences en animation qui seraient réalisées par nous. Donc on avait storyboardé sur son scénario des séquences qui étaient propices à être produites en animation. Donc nous sommes en France en 2014. Non seulement il n'y a pas d'argent pour l'animation, mais en plus Céline, personnage plus que controversé, donc personnage infréquentable. Il avait même abordé des acteurs comme Jacques Dutronc ou Dupontel pour faire le rôle de Céline dans son film, lesquels avaient dit non, il n'est pas question que je joue le rôle d'un salaud, etc., etc. Donc il n'a jamais pu trouver le film. Et puis un de ses amis lui avait dit c'est dommage, les frères Brizzi ont fait un joli travail, tu devrais en faire une bande dessinée. Et ensemble, avec Christophe, nous sommes allés chez Futuropolis proposer nos dessins, le projet, le scénario d'en faire une bande dessinée. Ça nous a plu, pourquoi ? Parce que déjà, il y a le contexte historique. Nous, on aime beaucoup l'histoire, c'est juste l'après-guerre. Paul s'est beaucoup documenté, il fallait quand même que les personnages soient assez ressemblants. Donc c'était vraiment un challenge. Alors bien sûr, quand on écoute Céline, quand on voit quelques documentaires, quand il parle, on voit bien que Céline ne fait qu'une chose, c'est provoquer et à être désagréable. Et quand on lit Céline, on a l'impression de quelqu'un qui râle à longueur de page. Il vomit les mots comme ça. Ce qui nous intéresse, c'est l'excès, c'est les côtés excessifs de ce personnage. Et c'est comme ça qu'Alain David, donc éditeur chez Futuropolis, a dit, écoutez Paul et Gaëtan, moi je connais votre travail dans l'animation, faites-moi une page quand même, parce que vous n'en avez jamais fait de bande dessinée. Donc on dit d'accord, donc on a fait la première page actuelle qu'on voit actuellement dans le livre La cavale du docteur Destouches. Alain David est tout à fait séduit, dit c'est formidable, allez-y, banco, et donc c'est parti. Et Paul et moi, on se dit mais au fait, mais bon Dieu, comme disait Raymond Souplex dans la fameuse série 5 dernières minutes que tout le monde a bien oublié aujourd'hui. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Voilà. Mais bon Dieu, mais c'est bien sûr. Marre de travailler sur des choses qui ne se font pas. Mais la BD finalement, excusez-moi de le dire comme ça, c'est fastoche. On fait le storyboard, c'est imprimé, c'est édité, ça sort, voilà. Alors que quand vous faites un storyboard au cinéma, il y a encore des millions à dépenser avant que ça devienne un film. La décision est donc prise. À 63 ans, les frères Brizzi se lancent dans la BD. Et leur second ouvrage va leur permettre de mener à bien un projet qu'ils n'avaient pas pu concrétiser jusqu'ici. Ils avaient proposé à Canal+, de produire un dessin animé sur l'automne à Pékin, le roman fantasque de Boris Vian, écrit en 1947, un projet qui avait été refusé par Canal. Ils décident donc de réaliser leur rêve en faisant une bande dessinée.
Il y a chez Boris Vian non seulement l'humour noir, un humour décapant, l'aspect surréaliste, mais il y a aussi quelque part, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de désespoir. Il y a une double lecture chez Vian. Est-ce que c'est parce qu'il se savait condamné? Je n'en sais rien. C'est très subtil, c'est plus subtil qu'on ne croit. Et j'ai l'impression qu'il cache cette désespérance derrière cet humour débridé, cette espèce de folie, parce que c'est quelqu'un qui voulait vivre à 100 à l'heure, hein, parce qu'il savait que ses jours étaient comptés, et ce qu'on retrouve d'ailleurs dans ses écrits. Pour moi, c'est le meilleur. De tout Vian, l'automne à Pékin. D'ailleurs, c'est un souvenir d'adolescence. On avait découvert Vian adolescent, on l'avait lu et tout ça. Je me souviens, j'avais même fait quelques dessins comme ça. Et donc, c'est ressorti bien des années après avec le projet d'en faire un film. Derrière cette folie, on a essayé de donner plus de rationalité qu'il ne paraît dans le livre, dans notre projet, de se concentrer sur la logique de l'histoire, qui est une grande amitié de deux copains aux personnalités tout à fait différentes. Il y a le dragueur, l'homme à femme, et il y a l'autre, le romantique, et ils aiment tous les deux la même femme, et leur amitié va à un moment donné exploser, quoi, donc. L'automne à Pékin, c'est votre première bande dessinée en couleur. Ce sera votre dernière bande dessinée en couleur. Oui, parce qu'il faut bien le dire que ce travail nous a demandé vraiment beaucoup de travail. D'abord, on a fait tout le livre en noir et blanc. Pour le faire en couleur, on a réimprimé sur un autre papier pour le traiter à l'aquarelle. Donc. Et ensuite, une fois qu'on a mis la couleur, on a repris tous les noirs et tout ça, tous les contrastes. Et donc, ça a demandé beaucoup de travail. Et même pour l'éditeur, sur un plan purement commercial, ça a coûté assez cher de faire ce livre-là. Donc, on a finalement, dans l'idée de faire plus vite et d'en faire plus, de revenir au noir et blanc. Le noir et blanc qui va devenir un des marqueurs de leur identité graphique. C'est donc en noir et blanc qu'ils vont réaliser une deuxième adaptation d'un autre grand écrivain, elle aussi dans un registre à la fois noir et comique, mais cet écrivain lui est beaucoup moins contemporain. Les frères Brizzi s'attaquent cette fois-ci au conte drôlatique d'Honoré de Balzac. On a été attiré par les contes dramatiques, par le titre lui-même. Parce que quand on a pensé faire après l'automne à Pékin, quelle sera notre prochaine adaptation, on a bien entendu, le premier réflexe, c'est de regarder dans nos bibliothèques respectives. Et puis Paul avait vu les contes drôlatiques sur la tranche du bouquin. Tiens, des contes et drôlatiques, ça a l'air sympa. C'est le titre qui vous a parlé avant même de connaître le contenu. C'est le titre, et puis qu'on a vu que c'était le nom de Balzac qui était attaché à ce titre, dit voilà, j'ai l'impression que le thème est bien, et puis Balzac, c'est bien quand même, Balzac, c'est très bien Balzac. Et donc on a lu, et quelle ne fut pas notre surprise de voir que c'était écrit en vieux François, en vieux français. C'est-à-dire que Balzac a écrit les 100 contes drôlatiques, donc les 30, pour être tout à fait juste, en hommage à Rabelais. Donc on le décrypte. Après, donc le choix, eh bien on a lu chaque nouvelle, et pour chaque nouvelle, nous avons écrit, Paul et moi, des résumés en français vulgaire, comme on dit aujourd'hui, français moderne. On a sélectionné une dizaine de nouvelles, quoi. Après, on s'est rendu compte qu'en commençant à développer les nouvelles, ça prenait beaucoup de place, et de 10, c'est devenu 6, et après 4. Et donc, Ils sont tous dans la même veine, enfin, ce côté truculent. Oui, alors donc ça se passe en Touraine, ça se passe plus ou moins au Moyen-Âge, et puis ce sont des histoires coquines, hein, il faut bien le dire, lestes, dans le ton rabelaisien. D'ailleurs, c'est plus coquin que Rabelais même, hein. Comme on dit vulgairement, un petit peu des histoires de fesses, comme ça, très drôles, où finalement les femmes sont beaucoup plus intelligentes et malignes que les hommes n'en sortent pas grandis du tout, et donc on a eu beaucoup de plaisir à adapter ces nouvelles-là, avec l'idée de faire peut-être 2 livres. Comme le livre a moins bien marché que les autres, pourquoi ? Parce que le livre est sorti au moment du Covid. Et donc, vous savez comme moi à quel point ça peut être préjudiciable pour la culture. Et donc, le livre n'a pas fait le succès qu'on escomptait. C'est dommage parce qu'on aime beaucoup ce livre, Paul et moi. On aurait bien aimé, on referait bien un deuxième tome parce qu'il y a tout le travail de préparation qui a été fait qui n'attendrait que ça. Peut-être aussi parce que les gens ne les connaissent pas, ces contes drôlatiques. Quand les gens disent Balzac, ils pensent pas aux contes, ils savent même pas qu'il a écrit un truc qui s'appelle les contes drôlatiques. Ils pensent plus au Père Goriot ou à Eugénie Grandet.
Moi, j'espère que le livre va être découvert maintenant qu'on se fait un peu plus connaître dans le milieu de la bande dessinée. Les gens qui découvrent les Contes Drôlatiques se régalent et disent oh, vraiment... L'Automne à Pékin et les Contes Drôlatiques, ce sont nos 2 livres les plus drôles. Gaëtan et Paul sont donc enfin identifiés comme de grands auteurs de BD, mais leur style demande encore à s'affiner, à mûrir, et leur univers à se préciser. Après les Contes Drôlatiques, c'est vrai qu'on bascule dans un autre univers, beaucoup plus noir. Il y a l'Enfer de Dante, il y a Macbeth, il y a Don Quichotte, même si chez Don Quichotte, il y a un côté aussi truculent, mais enfin, il y a un côté tragédie aussi. À l'époque, nous avions fait déjà 2 expositions dans la galerie Daniel Maguen, des expositions de dessins, vraiment d'illustrations, de grandes illustrations. Et Daniel, en devenant éditeur, nous avait dit « Moi, j'aimerais bien maintenant que vous fassiez une BD pour moi ». Et Olivier Souillet, son directeur général, avait dit « J'ai un projet pour vous que vous pourriez adapter en bande dessinée, c'est l'Enfer de Dante ». Ce à quoi on lui a dit « Oh là là, non ». Tu es fou, Olivier, c'est impossible à faire. L'œuvre est très très copieuse et très complexe. Et il nous a un petit peu mis au challenge en nous disant la chose suivante, en flattant notre ego, il faut bien le dire que nous avons tous un petit peu développé chez nous artistes. C'est de dire oui, tu as raison, c'est infaisable et personne ne peut y arriver. Beaucoup s'y sont cassés les dents, mais s'il y en a qui peuvent réussir, c'est vous 2. Donc en disant ça, il savait très bien ce qu'il faisait. Il a touché juste. Il a touché juste la corde sensible. Mais on n'a pas dit oui tout de suite. On a dit, écoute, c'est vraiment gentil ce que tu dis. Eh bien, écoute, laisse-nous essayer. Et puis, on a essayé. Alors, vous rentrez à la maison avec cette idée en tête. Qu'est-ce que vous faites ? Comment vous imaginez illustrer, plus que ça, raconter l'Enfer de Dante ? Alors déjà, il a fallu le lire, parce que beaucoup de gens connaissent l'Enfer de Dante, mais personne ne l'a lu. Bon, alors Gaëtan et moi, bien sûr, la première chose, c'était de relire l'Enfer de Dante, non pas dans l'italien original, mais dans un italien moderne. Et on s'est dit, on va essayer, à nouveau, on va faire quelques pages, je vais faire des recherches de personnages, tout ça. Mais déjà, à la lecture, on voyait que c'était tout à fait votre univers, celui des ténèbres, celui de la noirceur, celui de la mort. Voilà. Notre côté sombre dans notre expression artistique, en tout cas, était là complètement, oui. Et donc, on s'est essayé, on a commencé à faire quelques dessins. Et très vite, on a été pris, on est tombé amoureux du projet. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. La réflexion était double. Bien sûr, il y a eu la réflexion sur le fond. Comment adapter un tel texte avec toutes les parenthèses que fait Dante lui-même, Dante Alighieri dans son texte. Des fois, il y a carrément une mise en abîme, ça c'est l'histoire dans l'histoire dans l'histoire. Et donc, il a fallu faire un choix, beaucoup dépoussiérer, couper tout ce qui n'avait pas trait au challenge principal de Dante qui doit retrouver Béatrice à travers sa traversée des enfers. On s'en est tenu là. Donc ça, c'était sur le fond. L'autre challenge était sur la forme. On s'est dit donc... Comment aussi préserver ce caractère littéraire, le côté texte sacré, sans s'attirer les foudres des puristes qui vont trouver franchement là Dante en bande dessinée, vous n'y pensez pas mon ami. Et donc on a trouvé ce style, on s'est dit on va se placer entre bande dessinée et illustration. Et c'est pour ça donc qu'il y a eu de notre part le choix délibéré de ne plus avoir les cadres très très bien dessinés pour chaque image, des ballons, comme le dit le mot ballon, ces espaces un peu ovoïdes, blancs qui claquent, ce qu'on appelle les bulles sur le dessin lui-même. Aussi donc avoir une fluidité dans la narration, passer d'une image à l'autre avec des flous, des transitions un petit peu diffuses comme ça, et aussi l'option de faire des images, une page, une image, voire même une double page, une image. C'est-à-dire que vous tournez la page et tout d'un coup, le dessin prend non seulement toute la page, mais il n'y a même plus de marge. On est ce qu'on appelle à fond perdu pour aussi transporter le lecteur dans un univers, dans le côté spectaculaire d'être plongé à chaque fois dans un nouveau tableau qui correspond au passage du personnage Dante d'un décor à un autre, d'une situation à une autre. Et donc, on s'est créé notre style, on a créé un style qui allait par la suite perdurer, que nous avons adopté pour l'adaptation des grands textes.
des grands textes parce que les frères Brizzi n'auront plus jamais recours à des scénaristes. Ils réalisent désormais leurs propres scénarios à partir de textes de grands auteurs. Leur imaginaire, la puissance de leurs dessins, leur travail sur la lumière, sur les ombres, sur les nuances de gris sont maintenant à la hauteur de ceux dont ils s'inspirent. Et autant leurs dessins animés ne pouvaient pas vivre sans une bande-son et sans musique souvent, autant leur bande dessinée, elle, invite plutôt au contraire au recueillement, au silence. Il y a presque une dimension sacrée dans leurs dessins. Vous êtes très inspiré par la verticalité, vous avez des personnages parfois très longilignes aussi. Je pense que le principe de verticalité s'imposait pour plusieurs raisons. La première raison d'abord, c'est que ces cercles de l'enfer, dans l'œuvre de Dante Alighieri, il s'agit de descendre toujours plus profond en forme de spirale. Donc déjà, le principe de verticalité, il a allé toujours plus profond, plus loin, plus dans le gouffre. Donc, et puis, il y a aussi la verticalité. Pourquoi ? Parce que tout apparaît plus grand que nature. Donc, j'ai développé ce côté-là. Quand il regarde vers le précipice, d'avoir des points de fuite qui partent vers le fond, comme ça, comme un appel. Et puis, il y a le principe de vertige. Le vertige est lié aussi à la verticalité. Donc, c'est en effet une composante du récit. Et le principe de verticalité, c'est déjà même qu'on a toujours eu à travers notre art d'une manière très très générale, même dans l'Oiseau de feu de Stravinsky qu'on a fait pour Disney. Il y a un côté hiératique, un côté sacré dans la verticalité. L'horizontalité va être quelque chose de beaucoup plus rassurant, parce qu'on peut voir le plus loin possible. En verticalité, cette notion de vertige, cette notion de plus grand que soi s'impose d'elle-même. Et puis, il y a le côté, justement, dans la verticalité, il y a le mystère, il y a le côté insondable, les profondeurs abyssales, par exemple, des océans, c'est quelque chose de fascinant. Il y aura Don Quichotte, après l'enfer. Dans Don Quichotte, il y a un type de visage que j'ai retrouvé dans plusieurs de vos BD. Visage un peu en demi-lune, j'ai envie de dire, avec un menton en galoche, assez longiligne, aussi assez allongé, avec une barbichette. On le retrouve chez Mange-Manche, dans l'Automne à Pékin, on le retrouve chez Mange-Manche, on le retrouve aussi dans les contes drôlatiques à travers la personne de Méphistophélès, enfin du diable, on le retrouve chez Don Quichotte. C'est vrai, le visage émacié, le menton en galoche, avec ou sans barbichette. Oui, c'est vrai, j'aime bien les grands dégingandés comme ça. Ça vient peut-être de notre italianité, des personnages de la Commedia dell'arte. Commedia dell'arte, voilà. C'est vrai que c'est récurrent. Les yeux écarquillés, une espèce de regard surpris, ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent aussi. Oui, parce que je crois que si on veut croire à une situation, il faut que l'expression du personnage traduise, qu'il soit content, surpris, hébété, ou qu'il ne comprenne pas, ou impressionné. Et là, dans l'enfer, Dieu sait si j'ai dû en faire des yeux écarquillés. Pareil pour Macbeth, d'ailleurs. Dans Don Quichotte, vous avez aussi une utilisation de la couleur qui est particulière. Elle n'intervient que quand vous vous mettez à la place du personnage qui hallucine en fait. Alors c'est vrai pour tous nos livres, l'intervention de la couleur doit avoir une signification. La couleur intervient dans Don Quichotte lorsqu'on voit ce qu'il voit, lorsque la bergère devient Dulcinée, quand les moulins deviennent des géants, et d'autres passages comme ça. Ou même lui, quand l'auberge est un château, et lui, quand il va sur la Lune, ou il imagine aller sur la Lune, on voit la Lune et on le voit à cheval sur un destrier fringant, alors que ce n'est que ce pauvre Rocinante. Donc dès qu'on est dans la couleur, on est dans le sublime. On est dans le sublime, enfin le sublime de Don Quichotte. Pareil pour Macbeth, si on fait un petit saut pour l'intervention de la couleur, là on a des pages rouges et noires. Alors rouge pourquoi ? C'est encore une fois les divagations du roi, de Macbeth, disons, et de sa femme,
Alors dans ces moments-là, on passe au rouge. Alors pourquoi le rouge aussi ? Le rouge, c'est la passion, c'est le sang, c'est le crime, c'est aussi tout ça. Donc on essaie de choisir avec intelligence telle ou telle couleur. Mais sinon, le noir et blanc nous suffit amplement dans la mesure, nous, on tâche tout le temps de servir la lumière. La lumière par le contraste. La lumière aussi, ça nous permet de diriger le spot de lumière, si je puis dire, là où le regard du lecteur doit se porter. Donc le noir et blanc est encore le meilleur moyen de dramatiser une histoire. Gaëtan et Paul sont donc maintenant au sommet de leur art. Ils ont enfin trouvé comment développer leur univers singulier. Mais pour mieux comprendre comment cette alchimie opère, eh bien je vous emmène maintenant dans l'atelier de Gaëtan, à une dizaine de kilomètres de Nîmes, dans le Gard. Cet atelier est ouvert sur son salon. Il est inondé de lumière grâce à une véranda qui permet de voir un vieil olivier dans le jardin. C'est donc là, dans ce lieu très clair, que les deux auteurs travaillent cet univers plus sombre. Gaëtan, lui, dessine sur une table de verre blanche et rutilante. Là, tu vois, c'est ce qu'on appelle un desk que j'avais chez Disney, qui est une table à dessiner qui avait été conçue dans les années 30 pour les animateurs, donc avec des tiroirs dans les tiroirs. Vous voyez, c'est les Rolls-Royce, voilà. Donc ça avait été conçu. Et quand Disney donc s'est équipé en palette graphique avec des ordinateurs, toutes ces belles tables finalement étaient devenues inutiles. Donc ils proposaient aux dessinateurs, aux animateurs, aux réalisateurs de racheter à moindre coût ces tables. Et donc j'ai racheté une table comme ça Disney que j'ai rapatriée ici et qui est aussi une grande table lumineuse. On dirait un écran de télé, c'est transparent. Et c'est transparent, il y a la lumière. Donc ça c'est ma table de travail. Et puis j'ai une autre table complémentaire où Paul s'installe quand il vient, qui est une table d'architecte. Juste derrière, qui donne sur le salon et la salle à manger. Là, avec la bibliothèque derrière. Là. Et la cheminée à côté, mais non, il n'y a jamais de feu dans la cheminée, si. Si, c'est une cheminée contemporaine, comme la villa, qui marche à l'éthanol. Et vous savez, le soir, on se fait un petit feu qui nous réchauffe, qui chauffe les deux parties de la maison. Puis il y a une vitre pour pas que les dessins prennent feu quand même, parce que là, ça serait un petit peu embêtant. Donc on est bien installé. Alors on voit que vous êtes très organisé, très rigoureux, il n'y a rien qui dépasse, le sol c'est nickel, la bibliothèque c'est parfaitement rangé, même sur la table à dessin, il y a juste un dessin sur chaque table. Voilà. Mais moi j'aime pas travailler, je vais être vulgaire un petit peu dans le bordel, j'aime pas les fouillis. Moi pour bien travailler, il faut que tout soit organisé, que j'ai mis tous mes outils bien disposés autour de moi, que ça soit bien propre et tout ça. Voilà, moi je suis un petit peu devenu maniaque, en vivant seul peut-être maintenant, mais non, j'ai toujours été comme ça, bien organisé. Le lieu est donc parfaitement rangé et d'une propreté étincelante, mais dans le travail aussi, les deux frères sont très organisés. Gaëtan, qui se trouve lui dans le Gard, donc, s'occupe des décors, tandis que Paul, qui lui est basé à Washington, dessine les personnages. À partir d'un scénario réécrit, donc, on va élaborer ce qu'on appelle les refs, les préparations de chaque page. Au crayon à la mine de plomb, au 2B. Une fois qu'on décide, voilà, celui-là, c'est cette version-là que je vais faire en définitif, on laisse tomber ce crayon-là, et puis on va prendre le crayon à la cire, ce qui lui donne ce côté soyeux, avec lequel on peut obtenir bien tous les gris possibles, mais jusqu'au noir intense. Selon la prépondérance des personnages ou du décor, Gaëtan va commencer la page si le décor est plus important, ou c'est moi qui vais commencer la page si les personnages sont plus importants. Et une fois que j'élabore mes personnages, en laissant la portion pour Gaëtan, Gaëtan ensuite va compléter la page, ou vice-versa si c'est Gaëtan qui commence la page. Et ensuite on se rencontre à nouveau, comme moi je suis en ce moment ici chez Gaëtan, chez lui en France, lui va venir aussi chez moi aux États-Unis, donc on arrive à se croiser 3 fois par an pour s'échanger les pages et finir les pages complètement. Oui, parce que vous êtes quand même à 6000 km l'un de l'autre. Hein. Deux exemples. Dans cette page de gauche, c'est dommage.
dommage que les auditeurs ne peuvent pas voir. C'est moi qui ai fait tout le décor. Ouais, tout le décor, il y a une espèce de halo blanc qui est laissé pour... Un manque au milieu, et j'ai esquissé les personnages. Et donc Paul, à partir de là, va prendre le dessin lui-même, il va finir ses personnages, et soit il finit le décor lui-même, soit il me le repasse. Et dans la page opposée, c'est le contraire. Paul a décidé, cette femme qui est menacée par 2 lions qui s'avancent vers elle, et maintenant qu'il a terminé, c'est à moi de compléter le décor. Oui, c'est tout blanc autour. Là. C'est tout blanc autour, il y a quelques esquisses, voilà. Mais donc vous échangez les feuilles de papier, parce que vous travaillez sur papier 3 fois dans l'année seulement. C'est-à-dire une même feuille de papier passe de l'un à l'autre, mais peut revenir aussi à l'autre après. C'est-à-dire que quand Paul fait ses personnages comme ça, moi je fais mes décors, mais une fois que j'ai fait le décor, j'ai mis une certaine lumière. Paul va reprendre le contraste sur ses personnages pour être sûr qu'ils sont bien intégrés. L'important, c'est qu'à la fin, on ait vraiment une page cohérente et que tout soit bien équilibré, quoi. C'est donc en travaillant ainsi que les 2 frères préparent leur prochaine publication. Leur objectif désormais, c'est de réaliser 2 livres par an et de poursuivre la collection internationale qu'ils ont commencée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, avec Olivier Souillet, on a décidé d'ouvrir cette collection de livres, on a dit on va faire les grands classiques internationaux. Et bien sûr, on a pris l'évidence pour chaque pays. La Grande-Bretagne, c'est Shakespeare, l'Espagne, c'est Cervantes, et l'Italie, c'est Dante. Encore une fois, pour les grands classiques, les incontournables de la littérature. Alors pour la France, on a eu l'embarras du choix, on a finalement choisi Rabelais, pour être sûr d'être dans les grands classiques, parce que quelque part, les auteurs du XXe siècle, ou même du XIXe, nous paraissent déjà un tout petit peu trop modernes. Dans l'idée de cette collection, attention, Mais c'est vrai que c'est une collection qu'on voudrait européenne. Et c'est pour ça qu'après Shakespeare, Dante et Cervantes, maintenant c'est Rabelais. Rabelais avec une bande dessinée qui met en scène son personnage emblématique, Gargantua. Vous êtes fasciné, on le voit, par la mort, qui fait partie de votre univers. Est-ce que vous la redoutez, cette mort ? Oui, moi je peux dire que je la redoute un peu parce qu'elle m'arrêtera. Elle m'arrêtera dans tout ce que j'ai encore envie de dire et ça m'ennuie profondément. Oui, je la redoute, moi. J'ai encore tellement plein de choses à dire, ça m'embête qu'elle va m'arrêter. Moi, ma religion, c'est le mystère. Je crois au mystère, je crois à la non-réponse et ça ne m'ennuie pas du tout de ne pas savoir. Je vais même vous dire quelque chose, ça me rassure de ne pas savoir. Ça permet vraiment d'imaginer, puisqu'on est des gens avec un imaginaire, que ça peut être quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, il y a ces témoignages des gens qui ont des expériences, comment on appelle ça ? Mort imminente. Mort imminente, voilà, qui témoignent tous d'un même discours. Vous savez, cette lumière blanche, ils sont au-dessus d'eux-mêmes, ils se voient, ils ne ressentent rien, ils voient les gens qui sont inquiets. Après, il y a ce tunnel, la lumière blanche au bout avec quelque chose qui les attend et tout ça. Écoutez, moi, ça me trouble pas mal. Moi, j'aime bien les histoires de revenants, les histoires de fantômes. J'y crois pas, j'en sais rien. En tous les cas, ça me fascine. Moi, de pas savoir... C'est tous les possibles. Moi, je crois au possible, je crois au mystère, je crois à tout ça. Donc je ne suis pas inquiet. Est-ce que vous vous imaginez un jour l'un sans l'autre ? Alors ça, non, vraiment, je voudrais pas. Non, moi, si Paul devait plus faire partie de ma vie, je pense que je pourrais plus travailler. Oui, pareil, effectivement, parce que on est nés ensemble, peut-être qu'un jour on mourra ensemble, le plus tard possible, j'espère, mais on a vécu notre gémellité d'une façon vraiment intense. Malgré que je vive de l'autre côté de l'océan et que Gaëtan est ici en France, les distances n'ont rien fait à ça. Moi, je viens 2 fois par an ici. Gaëtan me rejoint là-bas aux États-Unis 1 fois par an. On arrive à se voir. On se fait 7 FaceTime par semaine, c'est-à-dire 1 par jour, si je calcule bien. Donc, on est toujours fichus ensemble, pour parler vulgairement. Et je pense que ça a été notre force d'être tous les deux. Moi, je pense que si j'avais été tout seul, j'aurais pas eu cette vie-là du tout. On a de la chance, on est plus fort que les autres parce qu'on est 2 et c'est ce qui nous permet de tenir. D'ailleurs, c'est ce qui nous a toujours permis
de franchir les obstacles et de surmonter les déceptions. On en a eu quand même, beaucoup de déceptions. Parce que justement, on était deux. Et ces déceptions, elles sont maintenant derrière eux, car même s'ils sont physiquement loin l'un de l'autre, les frères Brizzi sont enfin épanouis professionnellement. Et eux qui s'étaient fait un nom dans le cinéma d'animation ont maintenant réussi à entrer aussi dans le cercle des grands auteurs de BD.